Voyons! J'étais sûr que je les avais mis là. Ah! Peut-être dans la boîte. Non. Est-ce que quelqu'un aurait vu mes petits gants blancs? Je pense que je vais en avoir besoin. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment Quoi de neuf JP, segment vidéo qui vise le mois de juin qui vient de se terminer. Et tout d'abord, j'ai une confession à faire. Vous savez que normalement dans nos Quoi de neuf, on les filme à la fin du mois et on fait un récapitulatif des expériences de jeu qu'on a eues au cours du mois qui vient de se terminer. Moi, souvent, j'en profite pour vous faire part de petites anecdotes personnelles ou de vous partager de mon vécu comme j'ai fait avec mon mois de mai qui était assez médiocre, disons-le ainsi. Eh bien, la confession que j'ai à faire concerne ce Quoi de neuf que je suis en train de tourner. Habituellement, j'ai comme routine de filmer mon Quoi de neuf dans les dernières journées du mois, mais aujourd'hui, on fait une exception parce qu'on est aujourd'hui le 17 juin, alors il reste normalement beaucoup de temps encore au mois et donc de possibilités d'expérience de jeu. Pourquoi j'ai décidé de filmer mon Quoi de neuf aussitôt? Eh bien, c'est parce que je quitte dans les prochains jours pour 2 semaines. Donc, je ne serai pas disponible à la fin du mois de juin, ni même au début du mois de juillet. Je pourrais vous reparler dans quelques minutes de ce projet-là. Et je voulais donc quand même vous proposer mon Quoi de neuf dès le début du mois de juillet parce que j'ai quand même joué dans les premières semaines du mois de juin à d'excellents jeux, des titres dont je veux vous parler et c'est pour ça que j'ai décidé de tricher et de filmer mon Quoi de neuf à l'avance. Et donc dans ce Quoi de neuf, nous allons avoir une formule un peu peut-être plus écourtée. Normalement, mes Quoi de neuf durent plus d'une trentaine, parfois même quarantaine de minutes. Ce mois-ci, on va essayer de mettre ça de façon concise et bien compacte, format qui n'est pas habituel pour moi. Mais bon, alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder mes dernières expériences du mois de juin. Je vous parlerai par la suite de mes projets pour le mois de juillet avec les vacances qui approchent. Puisque le mois de juin n'est officiellement pas encore terminé au moment de filmer cette vidéo, je n'ai pas encore les statistiques à vous donner concernant nos nouveaux abonnés, les vidéos qui ont été les plus visionnées, le nombre de vidéos qu'on vous aura proposé également dans ce mois. Mais je peux tout simplement vous dire que, comme d'habitude, on est très content de la réception de notre contenu qu'on rend disponible, les interactions qu'on peut avoir avec vous également. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de plonger directement dans mes expériences de jeu du mois de juin et je commence par une petite boîte, un jeu qui est probablement jusqu'à maintenant l'un de mes coups de cœur du mois. Il s'agit de Fleet de Dice Game. Je vous en ai fait une session en solitaire tout dernièrement. Un excellent jeu dans la vague déferlante des Roll and Write. Ce jeu-là, Fleet, se démarque du lot. Ce que la plupart des gens remarquent avec les Roll and Write, c'est qu'on est souvent dans les jeux bouche-trou, si on veut, là. Les jeux rapides, les jeux filler, les jeux de fin de soirée ou lorsqu'on attend un autre joueur. Et c'est souvent des jeux qui sont très légers. Dans Fleet, on reste quand même dans le jeu qui est pas très long, là. Sur la boîte, on indique environ 30 minutes. C'est exact, environ d'une trentaine de minutes. Le jeu est très simple dans sa mise en place. Si on veut, là, les principes de jeu, c'est un jeu de draft. On va avoir des dés, on va en sélectionner un recrutement de dés. Et par la suite, on va également avoir 2 petites feuilles comme ceci qui vont venir former notre plateau individuel de jeu. On va pouvoir débloquer plein d'avantages, des bonus, des points, de l'argent, des points, des objectifs de fin de
partie. Mais ce qui est intéressant et pourquoi je dis que ça se démarque des autres roll and write, c'est parce que c'est probablement le plus profond, le plus complexe, celui qui offre le plus de possibilités et de choses à garder en tête. C'est vraiment pour moi là, un coup de cœur instantané. En solitaire, il est délicieux avec d'autres joueurs tout aussi incroyables. Alors Fleet de Dice Game, pour moi, ça a été une jolie découverte. Vraiment très content d'avoir mis la main là-dessus, surtout que c'est un titre qui est un peu plus difficile à trouver ces temps-ci. Un autre jeu auquel j'ai joué au début du mois de juin, c'est un jeu que j'ai reçu pour mon anniversaire qui m'a été donné par mes amis. Il s'agit... Oh, je suis en train de vendre le punch en vous montrant les composantes. Citadelle du temps, ce jeu coopératif, bien intéressant avec une thématique originale. On est des espèces de, pas d'enquêteurs, mais de défenseurs de l'art. Et on a le professeur Evil, le professeur méchant, qui a dérobé des pièces bien connues de l'art contemporain et antique, comme la Joconde, par exemple, pourquoi pas Excalibur qu'il aurait dérobé, ou peut-être même les notes de Léonard de Vinci. Il y a toutes sortes donc d'artefacts bien connus et d'autres moins comme ça qu'il faut récupérer dans un manoir immense. Un jeu coopératif, va falloir désactiver des pièges qui ont été mis en place par le professeur. Chaque joueur va incarner un personnage différent et va également récupérer un paquet de cartes un peu asymétriques. Chaque personnage va avoir un pouvoir qui lui est propre, qu'on pourra débloquer en cours de partie, mais également à chaque tour, on va piocher des cartes, 2 cartes je crois, de notre paquet personnel qui est unique également, et on devra choisir une action parmi les cartes qui ont été dévoilées, qui vont parfois nous donner, en fait c'est pas des actions, c'est surtout un avantage pour le tour actuel. Alors une jolie petite asymétrie, c'est un jeu qui est très simple. Beaucoup de hasard par contre dans la gestion des pièges qui vont parfois se réactiver tout de suite après qu'on l'ait désactivé, et c'est toujours ça qu'il faut gérer, parce que pour récupérer les pièces d'œuvres d'art, eh bien il faut désactiver certains pièges bien précis. Par contre, le professeur Evil va à chaque tour de mémoire faire certaines actions. Il va se déplacer dans le manoir, il va reverrouiller les portes, réactiver les pièges, et il va donner un coup de pied à tous les joueurs qu'il rencontre pour les propulser hors du manoir. Il faudra donc passer plusieurs tours parfois à retravailler sur le même piège, et il y a une espèce de gestion du temps aussi. On n'a pas infini de temps pour récupérer ces pièges-là, donc il y a des unités de temps à gérer, sinon le trésor revient protégé, et bien protégé par le professeur, et est irrécupérable. La fin de la partie, c'est la première équipe qui réussit à récupérer 4 trésors. Si c'est le professeur qui sécurise 4 trésors, les joueurs ont perdu, et le contraire, si les joueurs récupèrent 4 trésors avant le professeur, ils remportent la partie. Il y a une extension également qui a été annoncée tout récemment par Funforge qui ajoute quelques petits détails. C'est une petite extension. Et on parle de petite extension, de petite boîte. On y va avec quelque chose de radicalement inverse, avec une immense boîte, The Reckoners. Alors, je vous en ai parlé dans mon What's in the Box récemment. J'en ai fait l'acquisition au cours du mois dernier. C'est un jeu coopératif également, basé sur l'univers de Sanderson, sur ses livres, pour ceux qui en ont fait la lecture, ce qui n'est pas mon cas. Un jeu coopératif plutôt simple, plutôt léger. On est à peine dans le plus complexe que Pandémie. Et ce qui est vraiment renversant avec ce jeu, c'est la production du matériel. On a mis le paquet. Je crois que c'est Game Trace qu'on connaît bien, là, qui s'est occupé de tous les plateaux de jeu. Alors tout ce qui est plateau vient dans un petit insert, un petit thermoformage comme ceci, avec du carton qui est inséré de façon très résistante. Là. Ça ne peut pas tomber
par accident ou quoi que ce soit. C'est un jeu où est-ce que, un peu à la King of Tokyo, un peu à la Yahtzee, on va avoir des dés. Selon notre personnage, on va avoir 3 dés au début de la partie qui sont génériques et 3 dés uniques ou 3 dés spécifiques à notre couleur qui auront une spécialité. On va pouvoir lancer les dés, tous les joueurs en même temps, jusqu'à 3 fois à chaque tour. Parmi les dés qu'on a récupérés, on doit en garder au moins un. Et après ça, de façon simultanée, en discutant ensemble, on va pouvoir utiliser les dés dans l'ordre de notre choix, que ce soit pour essayer de contenir les épiques. Les épiques, c'est des humains qui ont été, qui ont bénéficié de super pouvoirs et qui sont rendus très méchants. Alors, peut-être qu'on va essayer de les combattre au corps à corps, peut-être essayer de neutraliser les forces militaires qui se battent pour eux, peut-être essayer de trouver les faiblesses de ces épiques-là, peut-être essayer de se déplacer d'un quartier à l'autre, enlever des barricades qui limitent nos déplacements, ou peut-être même essayer de s'attaquer à Steelheart, le gros méchant, le boss final qui règne sur la ville de Chicago d'une main de fer. Alors un jeu très intéressant. Je savais que j'allais probablement aimer le jeu. C'est un jeu qui est simple, par contre, qui est assez difficile. En fait, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Les 2 premières parties auxquelles j'ai joué, accidentellement, on y a joué à difficulté difficile. Alors ça s'est avéré très difficile, alors qu'à la 3e, on a ajusté le tir et ça s'est avéré être plus... on avait plus d'espoir, disons-le ainsi, de remporter la partie, même si on a échoué au final. Alors un jeu très intéressant. C'est difficile pour moi de le recommander parce que c'est un jeu qui coûte quand même, qui est très dispendieux en raison de la qualité du matériel, et c'est un jeu qui est assez simple quand même. Alors, c'est difficile pour moi de recommander ce jeu pour la bonne et la seule et unique raison, en fait, de son prix. Mais sinon, si vous avez un certificat cadeau ou que vous cherchez un jeu visuellement très beau, mais assez accessible, The Reckoners, c'est un jeu pour vous. Sinon, eh bien, au Meepolympiade, événement organisé par David, le professeur Board Game, auquel j'ai assisté en compagnie de Vincent également. J'ai rencontré aussi les 2 Martins, le duo des Martins, Martin Lafrenière de la zone jeux de société et Martin Montreuil de la Société des jeux. On a formé une équipe, c'est un événement incroyable. Et à l'événement, j'ai eu la chance de jouer à différents jeux. J'ai eu la chance de participer au tournoi de Downforce, un jeu dont je vous ai déjà parlé dans un de mes Quad 9 précédents. Ça a déjà été un de mes coups de cœur du mois également, un jeu de course dans lequel on va avoir des cartes en main et on va devoir gérer toutes les voitures qui sont sur la piste, autant celles qui nous appartiennent que celles qui appartiennent aux autres. Alors, on va essayer de bloquer stratégiquement les voitures qui nous appartiennent pas, faire profiter les voitures qui nous appartiennent pour qu'elles puissent filer. Par contre, puisqu'on contrôle les voitures d'un peu tout le monde et que certains joueurs peuvent avoir en leur possession une voiture, 2 voitures, 3 voitures, tout dépendant de la configuration et des enchères qui ont eu lieu également au début de la partie, on va devoir essayer de miser en cours de course sur quelle voiture va l'emporter. Alors, c'est possible qu'on mise sur nos voitures si elles sont en bonne position, mais c'est possible qu'on mise sur les voitures des autres. Et peut-être même qu'on va vouloir aider les autres joueurs à ce qu'ils gagnent la course pour nous-mêmes rafler les points en lien avec la mise qui a eu lieu en cours de partie. Un jeu très intéressant, très accessible, rapide. J'aime beaucoup Downforce. J'ai eu la chance également de jouer à Franchise ou Franchise. De mémoire, je crois qu'on y a joué à 4 joueurs ou est-ce qu'on était 5? Je ne m'en souviens pas. Je ne sais même pas si ça joue jusqu'à 5. Là. Je crois qu'on était 4. En fait, une thématique qui nous rappelle un peu Food Chain Magnet. On est aux États-Unis. Et dans les années peut-être 60, et on doit donc mettre en place des franchises, que ce soit des garages, que ce soit des motels, que ce soit des lave-autos, que ce soit des petits cafés, des restaurants, et on devra donc s'éparpiller comme ça d'un état à l'autre en suivant les routes. On aura beaucoup d'argent à gérer aussi. Il y aura un contrôle de territoire dans chacun des
des états aussi, contrôle de majorité, pardon, où est-ce que je vais pouvoir, par exemple, placer 2 de mes motels, mais tant que la zone n'est pas fermée et que tous les emplacements n'ont pas été récupérés, soit par un seul joueur ou par plusieurs, eh bien, la zone n'est pas close, on ne pourra pas marquer les points. Une fois que la zone est close, on regarde qui est majoritaire dans cette zone, il va récupérer des points, va enlever les bâtiments qui lui appartiennent. Les autres joueurs qui étaient vont par contre laisser leurs bâtiments qui sont là, et lorsque tout l'État aura été réclamé, eh bien à ce moment-là, il y aura un deuxième contrôle de majorité, des points à aller récupérer. C'est un jeu où est-ce qu'on va constamment devoir surveiller ce que les autres font, où est-ce qu'ils se positionnent, essayer d'aller récupérer un petit peu de points ici et là en étant comme une sangsue qui s'accroche à votre talon. Hein. Je parle de toi, Vincent, si tu ne l'as pas deviné, et qui va, en anglais on peut dire leacher, en français... Essayer de... Je cherche la traduction, là. Essayer de soutirer des points, profiter des autres. Alors, c'est un jeu qui est violent, pas physiquement, mais dans la... comment pourrais-je dire? Dans les opportunités qui s'offrent à nous, il faut sauter à pieds joints dès qu'une porte s'ouvre à nous, même si ça implique de faire royalement... suer l'un de nos adversaires, eh bien, si on veut avoir une chance pour la victoire, il faut la prendre. Un jeu intéressant, assez rapide, somme toute. J'ai bien aimé. J'ai également eu la chance de jouer à Vindication. C'était un jeu qui était sur Kickstarter. J'avais vu passer la vidéo de LP de la chaîne Professeur Board Game qui présentait le Kickstarter à sa réception. Et là, je dois dire qu'ils ont mis le paquet sur la production de ce jeu. Les tuiles, le nombre de composantes, des composantes en métal, vraiment les inserts aussi dans la boîte qui s'enchevauchent tous les uns dans les autres. Vraiment hallucinant côté production. Le jeu, et là, je fais un petit parallèle avec Reckoners, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, parce que c'était le même principe avec la production qui était très, très, très élevée. Le jeu de base de Vindication est très simple. On a, je crois, à chaque tour 3 actions possibles. On peut soit se déplacer, on peut activer l'une des tuiles qui nous est adjacente. Normalement, c'est 3 tuiles qui sont adjacentes à nous. Ou on peut également récolter les ressources, soit qui sont produites par notre personnage ou par notre compagnon. Ce sont les 3 actions qu'on doit faire à notre tour dans l'ordre de notre choix. On ne peut pas réaliser la même action 2 fois. Il y a des actions bonus également. En fait, il y en a beaucoup d'actions bonus, peut-être, je dis beaucoup, peut-être 5 ou 6. C'est surtout là où est-ce que la complexité va arriver, ou plutôt l'importance du timing va arriver également, parce que le jeu est très très simple, mais paraît plus lourd à cause de son look, à cause qu'il y a plein de choses sur la table, des cartes qui sont là, des cubes, un plateau individuel, il y a plein de modules, je pense qu'il y en a 8 dans la boîte du Kickstarter. Nous, on a joué seulement au jeu de base. Alors, ce que je vous dis, ça concerne seulement le jeu de base. Et ce que je n'ai pas aimé de Vindication, je vais le dire tout de suite, c'est que c'est un jeu c'est du pouce cube enrobé de bel emballage, de belles composantes, d'une thématique intéressante, mais qui est entièrement absente en passant. Et tout ce qu'on fait, là j'exagère, je vous le dis tout de suite, j'exagère, mais le sentiment qu'on a en jouant, c'est qu'on a notre petit plateau avec 3 espèces de bassins de cubes qu'on va pouvoir améliorer. Alors ça commence à gauche, je me souviens plus du nom exact, on va dire l'essence, qu'on va ensuite évoluer en, je crois que c'est le potentiel ou l'influence, je me souviens pas exactement, et finalement le 3e bassin qui est un autre nom, mais qui va nous permettre de prendre contrôle de certaines zones du plateau. Alors, ce qu'on fait pendant le jeu, c'est qu'on va augmenter la valeur de notre cube.
Et après ça, on prend notre cube, on le place sur le plateau. On augmente la valeur d'un cube, on le place sur le plateau. Ou on va plutôt récupérer les cubes qui sont dans la zone potentielle, celle du centre, et on va les transformer en ressources sur le plateau. Par la suite, on va prendre deux ressources et on va les fusionner ensemble pour en créer une nouvelle qui va être plus puissante, plus rare. Et c'est tout ce qu'on fait. On met des ressources sur le plateau, on les améliore, on les enlève, on les récupère, on les améliore, on les met sur le plateau, on les transforme. J'ai trouvé ça tellement sec que la thématique, le look du jeu n'était pas assez pour me faire oublier ce sentiment-là. Dommage parce que Vincent m'a dit qu'avec les modules auxquels on n'a pas joué, ça ajoute une nouvelle couche de profondeur, de complexité au jeu. Il y a des mécanismes intéressants. Je suis certain que le jeu va plaire à beaucoup de personnes. Pour moi, j'ai trouvé, je suis content d'y avoir joué, mais à moins d'y jouer avec de nouveaux modules, ça ne m'intéresse pas d'y rejouer. Ensuite, j'ai eu la chance de jouer à One Key, qui est un nouveau petit jeu un peu à la Dixit Mysterium. Je suis arrivé et la partie était déjà commencée, donc j'ai raté les règles. J'ai appris à jouer en regardant les autres, en jouant. Concept rapide. Et là, je vous dis ça sans avoir écouté les règles nécessairement, mais on a un maître du jeu avec une espèce de petit paravent qui va choisir l'une des formes insolites qui sont sur la table, qui sont représentées par des tuiles, mais qui sont des objets insolites. Il va en sélectionner une dans sa tête, il va l'inscrire soit sur un petit calepin ou dans une application qui n'est pas nécessaire pour jouer, qui est seulement une aide de jeu si on désire l'utiliser. Et par la suite, il va essayer de faire deviner aux autres joueurs quelle tuile, objet insolite il a sélectionné. Il va pouvoir leur donner des indices. Alors, par exemple, il va piocher une tuile qui n'a aucun lien visible ou clair avec celle qu'il a choisie ou celles qui sont sur la table. Des cartes un peu à la Dixit, si on veut, avec plein d'éléments surnaturel et tout ça, et devra ensuite classer la tuile qu'il a piochée en voulant dire, est-ce que je juge que cette tuile-là a un lien fort? Est-ce qu'il y a un lien clair entre celle que j'ai choisie et celle que je viens de piocher? Un lien moyen ou un lien complètement absent? Les joueurs, à chaque tour, selon le tour actuel, devront éliminer un nombre de tuiles précis. Alors, si on est au premier tour, ils vont devoir éliminer une tuile. Au dernier tour de la partie, au quatrième tour, ils vont devoir en éliminer 4. Donc, à chaque tour, ils vont pouvoir choisir l'indice qu'ils veulent récupérer. Par la suite, ils vont apprendre est-ce que cet indice-là est en lien direct avec ce qu'on recherche, en lien moyen ou qu'il n'y a pas de lien du tout, et ils vont devoir discuter. Alors, c'est un jeu qui est très simple. Il y a plusieurs couches de profondeur qu'on peut essayer d'explorer avec nos partenaires. Le maître de jeu, bien évidemment, n'a pas le droit de parler pendant toute la partie. C'est pas mon style de jeu du tout, je vais le dire d'entrée de jeu. Je crois qu'avec Dixit, j'ai fait le tour de ce style. Même Mysterium, ce n'est pas un jeu qui me plaît particulièrement. Mais bon, j'étais bien surpris de voir la qualité des composantes et le jeu est visuellement beau. Il y a eu des petits fous rires, des moments cocasses également, mais c'est certainement pas un jeu qui va finir derrière moi. Le dernier jeu auquel j'ai eu la chance de jouer au Meeple Olympiade, le mot chance ici, je le pèse, c'est Macao. L'un des, pas le premier jeu, mais je pense que c'est un jeu de 2009 ou 2011, je me souviens plus trop, de Stefan Feld. Alors, pas un de ses titres récents, pas nécessairement un premier titre pour lui, mais dans les premiers titres. Et Vincent disait, c'est un jeu de Stefan Feld, quand Stefan Feld était jeune et fou. On peut perdre des points pour plusieurs raisons dans ce Feld-là, ce qui n'est pas le cas avec les titres qu'on a aujourd'hui de Feld. En tout cas, pas récemment. C'est un jeu qui ne pardonne pas. Avec un mécanisme bien intéressant, on va avoir une espèce de rondelle et à chaque tour, on va pouvoir commander des ressources qui vont arriver à un nombre de tours, dans un nombre de tours bien précis. Par exemple, on lance des dés au début du tour, il y a 6 différentes couleurs, je crois. Tous les joueurs peuvent sélectionner parmi ces dés, les récupérer. Par exemple, il y a un 5 rouge et un 2 violet.
violet. Alors ça veut dire que je peux récupérer 2 cubes violets et ils vont m'être disponibles dans 2 tours. Je peux récupérer 5 cubes rouges, mais ils vont m'être disponibles dans 5 tours. Alors si je veux quelque chose tout de suite, je peux récupérer par exemple le dé noir en disant que je vais pouvoir avoir accès à une ressource noire au tour qui s'en vient, qui va commencer, mais seulement une. Ou je peux planifier à long terme en me disant, bon ben, dans 5 tours, je vais essayer de réaliser tel objectif, telle commande, prendre contrôle de tel secteur de la ville. Pour ça, il me faut plusieurs cubes rouges. Ça va être un investissement à long terme. Alors, beaucoup un aspect du timing qui est très important parce qu'à chaque tour, on va récupérer différents cubes, différents nombres de cubes également. Et sur le long terme, eh bien, c'est possible que les cubes qui me seront disponibles dans 5 tours. Au prochain tour, je récupère d'autres cubes qui vont s'ajouter à ceux-là. Donc, c'est possible qu'à un moment donné, je récupère une immense cargaison et que je puisse effectuer un gros tour. C'est le genre de jeu où est-ce que, au début, ça va très vite parce qu'on n'a pas beaucoup d'actions à faire. On a quelques petits cubes, on fait quelques petits coups ici et là, et plus la partie avance et plus là, les tours deviennent longs parce qu'on a une machine qui est mise en place et on a de plus en plus de choses à faire. J'étais pas trop certain du niveau de rejouabilité, mais il y a plusieurs cartes qu'on ne voit jamais durant la partie et on aura beaucoup de choix à faire également pendant la partie parce qu'on ne peut pas recruter toutes les cartes et donc une partie à l'autre, on peut changer de direction, on peut décider de se concentrer sur les livraisons, sur les quartiers de la ville, sur les cartes qui nous donnent des avantages en cours de partie, les avantages en fin de partie. Alors, vraiment un excellent titre. J'ai beaucoup aimé mon expérience avec Macao. Et finalement, ben non, c'est sûr que je ne vous laisserai pas partir sans vous parler du 7e continent qui occupe ma table ces derniers jours. Alors moi, je pars d'ici quelques jours, mais avant de quitter, je voulais replonger dans l'aventure. Vous m'avez certainement entendu parler du 7e continent dans ma vidéo où j'expliquais les raisons pourquoi je n'aime pas ce jeu. Et je ne suis pas masochiste, mais je me suis dit, il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, en fait, j'ai réalisé que la plupart des raisons qui ont fait en sorte que ce jeu m'a déçu, c'était entre autres à cause des réactions de mon groupe, de mes attentes en me disant c'est un jeu que je veux jouer avec d'autres personnes et finalement je me suis rendu compte que ben c'est difficile parce que je peux difficilement changer de joueur à cause des connaissances que j'ai du continent. Si quelqu'un arrive et qui connaît rien du jeu, il va avoir l'impression que je le prends par la main puis que je l'amène dans une direction. Non, on va pas par là parce que je connais le continent et je sais qu'il faut aller dans cette direction-là. Non, tu vas pas regarder sur cette roche-là. Ça va nous faire perdre du temps. Ça, j'aimais pas ça. Et je me suis dit, bon, peut-être que si je joue purement en solitaire, peut-être que je vais vivre quelque chose de différent. Par contre, il y a des frustrations en lien avec ce jeu qu'on ne pourra jamais m'enlever. C'est un jeu qui me frustre beaucoup et ça me chicote. Mais par contre, j'ai décidé de passer plusieurs heures dans les airs avec la malédiction. J'ai complètement oublié le nom, la prison des vents, qui est une malédiction qui est introduite dans l'extension que j'ai reçue la semaine dernière. Alors au moment de filmer cette vidéo, c'est-à-dire à la mi-juin, j'ai totalisé environ 9 heures d'exploration de cette malédiction. Et je ne veux pas gâcher quoi que ce soit. Alors, c'est pour ça qu'en ce moment, là, je fais pas de gros plans sur les cartes ou quoi que ce soit. De toute façon, 95% de ce qui est ici n'est pas en lien avec l'extension ou ne gâche rien de quoi que ce soit. Je peux cependant vous dire que je trouve cette malédiction bien intéressante. Il y a de nouveaux concepts, nouvelles façons d'amener des indices et nous accompagner à travers la malédiction pour nous dire abandonne pas, t'es sur le bon chemin, t'es en train de faire la bonne chose, tu te rapproches un peu. Et ça, c'est ce que j'avais pas apprécié des malédictions que j'avais tentées dans le jeu de base, c'est qu'on était vraiment là,
propulsé, parachuté sur un continent dont on ne connaît rien, aucune idée si je me rapproche de mon objectif ou non. Alors que dans la malédiction de la prison des vents, c'est ce que je trouve intéressant. Le mécanisme également de déplacement avec la montgolfière qu'on aura à gérer. Je ne veux pas gâcher quoi que ce soit en lien avec cette malédiction. Les nouveaux aspects d'exploration, les nouveaux endroits du continent qu'on n'a jamais vu auparavant qui seront maintenant disponibles. Je trouve ça bien intéressant. J'ai pas encore terminé la malédiction. J'aurais certainement pu la compléter ou du moins avoir moins d'heures de jeu parce qu'il y avait une règle bien précise avec la montgolfière que j'avais loupé complètement. J'ai perdu un gros 3 heures à cause de cette règle qui m'a complètement échappé. C'est ma faute. Alors, ma critique de cette malédiction-là ne doit pas être entachée à cause d'une erreur de règle comme celle-ci. Mais si j'oublie ça, ce 3 heures-là de frustration, pour l'instant, j'aime beaucoup ma progression. J'ai hâte de terminer la malédiction et c'est pourquoi, au mois de juillet, je vais peut-être vous proposer ma première impression sur l'extension What Goes Up Must Go Down, la grosse boîte blanche qu'on a ici, qui prendra en considération probablement seulement l'une des 5 malédictions qui sont proposées dans celle-ci. On verra à ce moment, est-ce que c'est vraiment un jeu que j'aime pas ou que je peux apprécier ou que j'aime? Quelle est la nuance entre les deux? Sinon, vous avez été nombreux à m'écrire soit dans les commentaires de mon dernier Quad 9, soit dans différentes vidéos ou même en privé sur Facebook pour me demander des nouvelles, savoir comment ça allait. Est-ce que le mois de juin était mieux que le mois de mai? Alors, je vous rassure, le mois de juin, bien qu'il soit excessivement chargé et occupé pour moi, va mieux. Tout ce qui est en lien avec notre dégât d'eau, tout récemment, on a eu des avancements là-dedans pour la rénovation. Mes allergies, depuis quelques jours, vont beaucoup mieux. J'ai pas de nouvelles côté bilan de santé, mon foie, tout ça. Ça, j'ai pas de nouvelles à vous donner ou quoi que ce soit. La fin d'année scolaire, ça approche à grands pas. Mes bulletins sont terminé. Et là, je le sais, vous regardez cette vidéo-là, on est déjà rendu au mois de juillet, mais je suis content de dire ça à la mi-mai, comme ça, à la mi-juin, pardon. Alors, côté personnel, le mois de juin, ça va bien. Et même que d'ici quelques jours, alors quand vous allez écouter cette vidéo, je vais être en train de vivre ce que je vais vous raconter, mais je quitte pour un projet communautaire. Je vous en ai déjà parlé aussi dans les 2 dernières années. C'est un projet que ça va être la 3e année dans laquelle je m'investis un peu plus dans un projet comme ça, où est-ce que je vais donner de mon temps. J'ai l'immense privilège pendant l'été d'être en vacances pendant 2 mois en étant enseignant et 2 mois assis chez moi à rien faire, bien que ce soit très reposant, rien faire. J'ai plein de choses à faire, là. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pendant mon 2 mois pour le rentabiliser, pour me rendre utile? Et j'ai donc décidé, depuis 3 ans, de m'investir dans un projet communautaire, d'aide communautaire en fait. Alors, on fait une espèce d'échange avec des adolescents de 2 différentes villes. Donc, je vais passer 1 semaine, comme l'année dernière, dans la ville de Gatineau. Alors, s'il y a des gens de Gatineau parmi vous qui sont en train de m'écouter, au moment où vous allez visionner cette vidéo, ça va être trop tard. Je ne serai plus à Gatineau. Je vais être de retour en Beauce. Mais j'espère peut-être qu'on se sera vu dans les rues de la ville. Je vais certainement passer, faire un petit tour à l'As des Jeux, qui est une boutique réputée à Gatineau également. Donc, un échange comme ça d'une ville vers l'autre pour aider les gens dans la communauté qui ont des besoins, que ce soit en lien avec des déménagements, l'entretien de leur maison, et tout ça bénévolement, gratuitement, bien évidemment, pour les aider, pour témoigner de l'amour envers les gens, pour donner un coup de main, que ce soit des gens qui sont malades, qui n'ont pas le temps d'effectuer certains travaux, qui n'ont plus la force ou la forme physique pour le faire, ou n'importe quelle circonstance, seulement pour aider. Donc, c'est très important pour moi d'aider mon prochain et c'est un plaisir pour moi donc de
pas de sacrifier, mais d'investir 2 semaines de mon long été pour le faire. Donc, nous allons passer une semaine dans la ville de Gatineau et par la suite une semaine dans mon petit patelin ici en Beauce pour aider la communauté. C'est pourquoi pendant ces 2 semaines-là, je ne serai pas actif sur les réseaux sociaux ou presque pas. Par contre, j'ai déjà préparé quelques vidéos qui pourront sortir pendant ces 2 semaines-là. De toute façon, je sais que Vincent et Sylvain vous réservent plusieurs surprises. Alors voilà. C'était donc mon Quad 9 GP. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai complètement raté mon objectif de faire ça court. Peu importe le nombre de jeux dont je veux vous parler, j'ai toujours le même temps environ dans mon Quad 9. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. J'aime échanger, si on peut appeler ça ainsi, avec vous via le support visuel. Alors n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, votre feedback sur les différents titres auxquels j'ai joué ce mois-ci. Est-ce qu'il y a des jeux que vous voudriez que je vous présente au cours du mois à venir? Donnez-moi vos impressions sur l'extension du 7e continent. Si vous avez eu la chance d'y jouer, je pourrais prendre ça en considération, mettre ça un peu côte à côte en lien avec mes expériences de jeu, particulièrement si vous avez essayé la malédiction de la prison des vents. N'hésitez pas à m'envoyer un pouce vers le haut également et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.